Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts de Logan, une série dédiée au monde du numérique. Chaque mois, j'ai la chance de recevoir comme invités des professionnels du marketing, de la communication, de la finance, de l'entrepreneuriat et de diverses choses liées autour du monde du numérique et du digital. C'est pour vous l'occasion d'apprendre, de découvrir et d'échanger sur tous ces sujets passionnants. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder est le sujet des partenariats. Les partenariats d'entreprise à entreprise, les partenariats professionnels qui permettent aux entreprises de pouvoir se développer commercialement, de se développer aussi au niveau de leur visibilité, tous ces points qui vont permettre à une entreprise de générer du chiffre d'affaires, générer du lead, qui va permettre de se développer exponentiellement grâce à des acteurs externes à l'entreprise. Il y a bien évidemment plusieurs types de partenariats, mais aujourd'hui, j'ai décidé de me concentrer vraiment sur du partenariat commercial parce qu'on a tout intérêt quand on est un jeune entrepreneur, tout comme quand on est une petite entreprise ou une grande entreprise, on a tout intérêt à mettre en place des partenariats pour pérenniser sa croissance. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un ancien collègue à moi, Anthony Bessis, de la société SPV. Anthony, bonjour. Bonjour Logan, merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet avec toi. Du coup, on va faire très simple. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter et ensuite nous présenter l'entreprise SPV, s'il te plaît ? Bien sûr, donc moi je m'appelle Anthony Bessis, j'ai 31 ans, j'ai grandi à Versailles et puis maintenant voilà, je suis à Levallois. Dans ma vie précédente, avant d'arriver chez SPV, je suis quand même passé par plusieurs aventures dans divers secteurs d'activité, que ce soit la communication, que ce soit le start-up, que ce soit le hardware, que ce soit la technologie. Et puis il y a à peu près 5 ans, je me suis retrouvé donc chez SPV, où je suis actuellement responsable des partenariats. Donc je n'ai pas toujours été sur la responsabilité des partenariats. En effet, je suis depuis 5 ans dans la société, et la société prenant énormément l'évolution en interne, j'ai sauté sur le pas pour passer sur une partie un peu plus business. En effet, quand je suis rentré donc chez SPV, je m'occupais de la construction des offres assurantielles, de comment créer une offre avec un partenaire assureur, de comment la marketer et surtout de comment créer une expérience digitale auprès de notre réseau de courtiers. SPV, c'est un courtier grossiste. Et donc un courtier grossiste, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément une notion qui parle à tout le monde. Et donc c'est pour ça que je prends juste quelques secondes pour pouvoir vraiment l'expliquer. Donc un courtier grossiste, c'est ce qu'on va considérer comme un fournisseur auprès d'un réseau de courtiers qui va distribuer ses produits. Donc le rôle d'un courtier grossiste est de créer des produits en ce qu'on appelle en marque blanche avec des compagnies d'assurance et d'en assurer la distribution, d'en assurer la gestion et d'en assurer même parfois l'encaissement. Ça va dépendre de ce qu'on appelle les délégations que l'on a auprès des différents assureurs avec lesquels on travaille. Pour revenir juste rapidement sur le processus complet de création d'un produit, en général, on va identifier une opportunité marché. Mettons par exemple un produit de santé pour les chefs d'entreprise. On va se renseigner sur ce marché et sur le potentiel que l'on pourrait développer, soit avec des courtiers avec lesquels on travaille déjà, ou soit avec des courtiers avec qui on ne travaille pas encore, mais que l'on pourrait capter, entre guillemets, pour agrandir notre réseau et donc agrandir notre production de produits d'assurance. Alors, une fois que l'on a fait cette identification de marché, on va créer un cahier des charges avec des garanties cibles, des tarifs cibles, que l'on va soumettre à différentes compagnies d'assurance. Pourquoi ? Parce qu'un courtier grossiste ne peut pas porter les risques comme le ferait une compagnie d'assurance. Donc une fois que l'on a les différents assureurs qui reviennent vers nous, on a la possibilité, donc avec différents allers-retours, de se mettre d'accord avec un assureur et donc à partir de là, développer une expérience digitale qui soit vraiment optimisée pour que les courtiers qui travaillent avec nous viennent se connecter sur notre espace, viennent tarifer notre produit, sortir un devis pour leurs clients et puis même aller plus loin dans la mesure où on va pouvoir intégrer la signature électronique dans ce parcours de souscription.
Et donc notre rôle, nous, en tant que courtier grossiste, va être également, donc, comme je l'ai précisé, de pouvoir gérer l'intégralité de la gestion du portefeuille que l'on va accumuler avec les différents courtiers avec lesquels nous travaillons. Alors Anthony, je me permets de faire une aparté tout de suite parce qu'il y a des termes qu'on va utiliser. Donc j'ai aussi travaillé dans le monde de l'assurance, donc forcément il y a des termes qui sont clairs pour moi mais qui peuvent ne pas être forcément clairs pour tout le monde. Je pense que ce serait intéressant de définir qu'est-ce qu'un courtier parce que c'est vrai que c'est vos principaux partenaires. Du coup aujourd'hui, si tu devais expliquer simplement à une personne novice du monde de l'assurance qu'est-ce qu'un courtier, comment tu décrirais cette personne ? Alors, en fait, je partirais déjà du principe que dans le secteur de l'assurance, on va retrouver 4 acteurs majeurs. On va retrouver donc d'un côté les compagnies d'assurance, que vous connaissez tous, qui sont AXA, Generali, GAN, Groupama, Allianz, etc. On va avoir les agents généraux, qui vont être des boutiques qui ont, pour la plupart, pignon sur rue, qui vont commercialiser uniquement des produits de la marque qu'ils représentent, à savoir idem, AXA, Generali. On va avoir donc les courtiers grossistes que j'ai définis précédemment. Et puis on va avoir également donc les courtiers. Donc un courtier, c'est un intermédiaire en assurance qui n'a pas de lien spécifique avec une compagnie ou une autre, mais qui va pouvoir travailler avec tout le marché. Un courtier, son rôle, ça va être de cerner le besoin de son client et en fonction de son besoin et de son budget, lui proposer un maximum d'offres. Nous, on a ce qu'on appelle un devoir de conseil. Un devoir de conseil, c'est quoi ? C'est un petit bout de papier sur lequel il y a énormément de termes juridiques, mais qui a pour but de dire je sous-signais courtier X et proposé à ma cliente Y les produits d'assurance conformément à ses besoins, qui sont ceux-ci, et donc on peut les lister. Les différentes offres sur ces compagnies-là. Offre A, offre B et offre C. Donc c'est un devoir de conseil qui va être signé. Et donc le rôle du courtier va vraiment être de trouver le bon produit pour les bons besoins du client. Ok, et je sais que, alors je ne sais pas si tu l'as encore évoqué ou pas, mais on va sûrement l'évoquer, quand un courtier vend un contrat, on parle va surtout au niveau des SPV, on va parler de production, c'est peut-être intéressant aussi de redéfinir ce mot. Alors, production, c'est vrai que c'est un terme qui est très utilisé nous en interne, et même dans le secteur assurantiel. La production, c'est tout simplement donc, le business, c'est tout simplement les contrats qui sont commercialisés et qui sont signés. Super. Alors, je voudrais juste revenir sur un point où tu as dit qu'un grossiste en courtage ne peut pas porter le risque. Alors, juste dans le jargon de l'assurance, ce serait peut-être intéressant de préciser qu'est-ce que ça veut dire que porter le risque. Bien sûr. Porter les risques, je vais prendre un exemple tout simple. Moi, je suis courtier grossiste, je vais distribuer mon produit, mettons un produit de santé particulier ou un produit pour les santé pour les chefs d'entreprise. Ce chef d'entreprise va chez le médecin. Sa consultation coûte à peu près 23 €. Il va y avoir la part de la sécurité sociale qui est remboursée pour un montant à peu près de 17 €. Et donc le différentiel, soit 6 €, est ce qu'on appelle le ticket modérateur. Le ticket modérateur, c'est ce que la compagnie va verser directement auprès de l'assuré pour lui rembourser sa consultation. Lorsque l'on prend donc une consultation sur un généraliste ou sur un spécialiste, évidemment, on peut être sur des petits montants, mais lorsqu'on passe sur des montants qui sont bien plus importants, je parle notamment donc des consultations et des opérations chirurgicales, dentaires, ou alors lorsqu'on va rembourser donc un acte d'optique, nécessairement on va être sur des montants qui seront beaucoup plus importants. Et on va être aussi sur un volume de contrats qui va être beaucoup plus important. Ok. Pourquoi donc le courtier grossiste ne peut pas porter le risque ? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Solvency 2, il me semble, qui explique que donc les compagnies d'assurance doivent avoir en gros donc d'énormes fonds propres pour pouvoir assumer les différents sinistres, quitte à être déficitaire sur un programme. Mettons par exemple que la compagnie va encaisser environ 100 000 € donc, de primes, mais va devoir payer environ 150 000 € de sinistre. Eh bien, cela est une perte, entre guillemets, sèche de 50 000 € pour la compagnie d'assurance.
Et donc, c'est pas forcément un montant que le courtier grossiste va pouvoir assumer. Et donc, c'est pour ça que pour l'intégralité des différents produits que l'on conçoit, on a l'obligation d'avoir un assureur qui va porter le risque, et on a aussi l'obligation, à travers les différentes directives et les évolutions, de se conformer à l'intégralité des demandes que la compagnie d'assurance va nous faire. Ça peut être des reportings assez réguliers, ça peut être la mise en place de différentes restrictions, etc., etc. Ok. Très bien. Alors, je pense que c'est intéressant aussi de replacer le contexte, et puis surtout, ça permet de faire une petite piqûre de rappel pour les gens qui sont pas forcément au courant du système, comment fonctionne le système assurantiel. Donc, je te remercie d'apporter ces éclaircissements. Du coup, toi, dans le cadre de tes fonctions aujourd'hui, tu as donc un rôle orienté commercial. Hein. Tu parlais d'un intérêt pour la partie business et moins produit. Bien sûr. Et donc, du coup, tu es chargé maintenant de mettre en place des partenariats entre SPV et des entreprises qui naviguent autour de l'univers assurantiel. Alors, aujourd'hui, quand on parle de partenariat, c'est vrai que moi, dans une bonne partie de l'auditoire, on est sur du partenariat du style donnez-moi un petit peu de sous. On est plus dans le sponsor, si tu veux. Donnez-moi un petit peu de sous, je vous mets de la visibilité lors de mon événement. Mais on a quand même pas mal de gens qui aujourd'hui sont dans l'univers de la start-up, sont étudiants en vue de devenir des entrepreneurs ou de travailler dans l'univers numérique. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant pour eux de savoir que voilà, un partenariat, c'est pas seulement aller démarcher une entreprise, demander de l'argent en échange de visibilité. Il y a beaucoup d'autres moyens de créer des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que je souhaitais faire ce podcast avec toi. Du coup, aujourd'hui, comment toi, tu définis le partenariat en prenant exemple de ce que tu mets en place avec SPV? Moi, si jamais je dois prendre vraiment exemple et faire partager donc, mon expérience, je réalise plusieurs types de partenariats. Le plus gros du partenariat va être la consolidation et créer une synergie avec différents groupements de courtiers en assurance, qui sont en fait des groupes de courtiers qui se sont réunis ensemble, qui bénéficient de formation, qui bénéficient de support, qui bénéficient surtout d'une très grosse force de frappe dans les réseaux dans lesquels ils sont rentrés. Typiquement, lorsque je bâtis un partenariat avec des mastodontes entre guillemets du courtage en assurance, eh bien moi j'ai tout intérêt à leur dire, eh bien moi voilà, je vais vous ouvrir l'intégralité de mes gammes de produits et je vais vous mettre des conditions spécifiques qui vous donneront envie de travailler avec nous. Et moi de mon côté, là où je retrouve le win, c'est effectivement mon pipe business va nécessairement augmenter, que ce soit sur n'importe quelle gamme de produits, que ce soit sur la qualité de la gestion que l'on va pouvoir apporter auprès donc, de la production qui va être réalisée. On va vraiment mettre tout en forme pour qu'un partenariat puisse vraiment se projeter sur le long terme. On est quand même sur une activité, typiquement pour l'assurance, on est quand même sur une activité qui a un turnover qui est assez faible. Ça veut dire que je ne rentre pas dans ce métier-là où je ne vais pas réaliser un contrat pour rester seulement 1 an. On a une longévité de contrat qui oscille nous entre 4 et 5 ans dans la moyenne. Et donc nécessairement, le but est de pouvoir gérer un partenariat sur le long terme et les accompagner sur un maximum d'opérations possibles. Un partenariat que je vais vraiment qualifier de vraiment win-win va être aussi, si je prends toujours l'exemple avec les groupements de courtiers en assurance, va être le partage des différents problèmes que l'on va pouvoir apporter. Typiquement, si moi je suis en situation qui est un peu périlleuse avec un produit, par exemple, je vais avoir une majoration, eh bien le partenariat va être aussi là pour dire attention, toi mon partenaire, il faut que je t'informe peut-être en avance que je vais avoir différents problèmes par rapport à tel produit. Donc voilà les différentes solutions que moi je peux te proposer et donc comment on peut continuer à faire perdurer ce partenariat dans le temps. Et donc c'est aussi la même chose. Ces différents groupes de courtiers peuvent venir nous voir et nous dire
Salut Anthony, on a vraiment besoin de toi. Est-ce que tu peux nous aider? Par exemple, il faut que l'on forme 100 courtiers. Est-ce que tu peux nous aider? Eh bien, écoute, oui, on est partenaire. Il n'y a pas d'intérêt financier mis à part la production qui est réalisée de part et d'autre. Eh bien, moi, je vais pouvoir te mettre à disposition différents formateurs. Je vais pouvoir créer différents petits déjeuners. Voilà, ça, ce sont vraiment différents exemples que je veux vraiment mettre en avant parce que le partenariat, c'est un peu comme un mariage. On est là dans les bonnes, mais on est aussi là dans les mauvaises situations. Et attention, ne rien cacher à son partenaire. Je le précise quand même. Ouais. Voilà. C'est important de préciser la confiance, bien évidemment, ouais, avec le partenaire. Bah, vous savez, en fait, lorsqu'on passe un partenariat et que c'est une personne qui en représente beaucoup, comme j'ai dit, hein, c'est vraiment les vases communicants. Ça veut dire que une personne est négativement atteinte, et bah nécessairement ça va parler autour, et donc nous ça peut nous nuire à notre partenariat. Là on est vraiment dans une logique d'avoir une sorte de traitement qui va être VIP du fait que l'on pousse le partenariat et qu'on le fait perdurer vraiment sur le long terme. Dans ce type de partenariat là, on peut également montrer un support qui est beaucoup plus important. Moi, je pense que déjà, la proximité physique est quelque chose qui va être capital. Pareil, si jamais je prends donc l'exemple avec mes différents groupements de courtiers en assurance, eh bien, être sur le terrain, aller les voir assez régulièrement, leur dire, les gars, on est là, on vous lâche pas, s'il y a un problème, on vous prévient, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Je donne aussi un exemple, on participe à beaucoup de séminaires sur lesquels on va faire des participations financières et sur lesquels on va pouvoir se rendre présent. Pourquoi? Parce que c'est une occasion de rencontrer un partenaire, c'est l'occasion de rencontrer les différents membres de ces partenaires et de pouvoir leur dire en l'espace d'une heure, les gars, on vient de sortir un produit, il est canon, il faut absolument bosser avec nous parce que ça. Voilà. Et bénéficier de cette exposition pour vraiment consolider un partenariat qui va consolider nous derrière de la production. Donc ça, c'est vraiment sur une partie de mon business à moi. Après, il va y avoir aussi une autre partie business qui va être celle de gérer en partenariat tous les comparateurs publics que vous voyez, tout ce qui va être le Lynx, tout ce qui va être meilleurassurance.com, les Furets, etc. Nous, parfois, on passe des partenariats avec eux lorsqu'on lance différents types de produits. Et c'est vraiment important de vraiment les faire comprendre pourquoi on a besoin de passer un partenariat avec eux. Typiquement, lorsque vous êtes un particulier, vous avez besoin de chercher une bonne assurance, que ce soit pour vous, que ce soit pour un proche, que ce soit pour n'importe quel type d'assurance, voiture, santé, etc. Eh bien, c'est important de cadrer assez rapidement un partenariat avec ces différents comparateurs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de profiter de cette exposition que eux ils ont sur le marché assurantiel online. Quand je prends l'exemple de Meilleure Assurance, qui est un très très gros comparateur avec lequel on travaille, eh bien, le fait d'être dessus, c'est un partenaire qui va nous ramener de la production. C'est un partenaire qui va nous ramener également différents courtiers avec lesquels on va pouvoir travailler. Donc ce sont vraiment des différents types de partenariats que l'on va avoir besoin de consolider. Alors du coup, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu là, comment toi, quel est ton process à ce jour pour pouvoir mettre en place un partenariat ? Alors, pour monter un bon partenariat, il faut de prime abord identifier ce que fait donc le partenaire en face et comment nous, on va pouvoir lui apporter de la plus-value. C'est, je pense, extrêmement important. Ça veut dire que aller démarcher, je sais pas, une boîte qui fait des cookies et lui proposer un service de sushi, je sais pas, je dis des bêtises, et ben c'est strictement pas du tout révélateur, et parce qu'on s'est pas assez renseigné sur le client et qu'on s'est pas assez renseigné sur son business. Donc moi je préconise sincèrement de se renseigner un maximum sur l'activité, sur ce que la société fait. Et puis, donc, si possible, bénéficier donc d'une introduction via un contact que l'on aurait en commun. Ça marche généralement très souvent.
Donc, si toutefois on n'a pas de contact en commun, ce qui est très possible, dans ce cas-là, il faut quand même paraître un maximum sérieux vis-à-vis du partenaire que l'on est en train de démarcher. Il faut... Ce que tu appelles sérieux, excuse-moi, ce que tu appelles sérieux, c'est, je pense, des choses qui paraissent logiques, mais qu'on n'a pas forcément à l'esprit, c'est être sérieux, donc c'est-à-dire avoir un pitch préparé, je suppose, pour présenter l'entreprise et l'intérêt de travailler avec toi. Je suppose que tu dois avoir aussi une documentation ou au moins de la documentation commerciale, des flyers, des choses comme ça. Parce que j'ai vu souvent des gens qui venaient me voir ou moi-même des élèves qui allaient démarcher pour mettre en place des partenariats qui n'avaient rien, quoi. Ils n'avaient même pas un flyer ou quelque chose qui expliquait qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi. Donc c'est vrai que c'était compliqué pour eux de prendre attache avec les bons contacts. Alors évidemment, ça passe bien évidemment par là. Ça peut être aussi lorsqu'on tape son nom sur Google ou alors sur LinkedIn, bien retrouver donc les informations qui soient bien cohérentes par rapport à la demande de partenariat que l'on va évoquer. Nécessairement, on a besoin de paraître un maximum crédible en face de son partenaire. Et pourquoi ? Parce qu'on a une seule occasion de faire bonne impression. Si on arrive et que de prime abord on voit que la personne qui est en face de nous n'a rien d'écrit sur son LinkedIn, n'a pas de site internet, qu'on ne sait pas vraiment qui c'est, que si on essaie de se renseigner un minimum, on ne trouve rien, et ben nécessairement ça ne pousse pas à donner une envie de partenariat. Ouais, ça manque de sérieux du coup. Évidemment. Et même ça peut passer par les réseaux sociaux, etc. Et puis ensuite, quelque chose que je mets vraiment en avant, c'est ce que j'appelle Proven Track Record. C'est un terme que j'utilise. C'est lorsqu'on a besoin de faire un partenariat, par exemple, je vais démarcher telle compagnie d'assurance ou tel groupe de courtiers en assurance, pour reprendre mon exemple, eh bien, si jamais moi dans mon texte d'intro, dans mon texte de démarchage, j'écris voilà, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça, eh bien nécessairement, on va avoir ce qu'on appelle donc des références qui vont parler pour nous et qui vont vraiment pousser la personne qui est en face à se dire eh ben tiens, pourquoi pas, je ferai un partenariat avec cette personne-là. Typiquement, moi je reçois beaucoup de mails du fait de mon titre responsable des partenariats sur LinkedIn. Je reçois beaucoup de mails sur ma boîte pro qui me dit salut, plutôt bonjour. On est une société d'analyse d'assurance. On peut analyser les différentes stats de telle ou telle manière en utilisant tel ou tel outil ou telle technologie. Est-ce que ce serait possible de faire un call avec vous ? Pour information, nous avons déjà travaillé sur tel cas spécifiquement avec telle compagnie d'assurance. Vous trouverez ci-joint le user case qui est ci-joint. Et bien là, typiquement, moi, ça me donne envie. C'est des choses que je reçois donc assez régulièrement. 99%, c'est des mails auxquels soit je réponds, je dis désolé, je ne suis pas intéressé, ou que je passe directement dans ma corbeille pour être honnête. Mais parfois, il y a ce petit pourcent qui dit tiens, ça correspond à quelque chose qui peut m'intéresser, et ça correspond, et c'est surtout que ce partenaire qui est en face, eh bien, a déjà son proven track record qui dit qu'il a déjà travaillé avec telle personne. Et bien forcément, ça me met en confiance. Et j'essaie d'en savoir plus. Alors après, déboulera sur un partenariat définitif, oui ou non. Mais en tout cas, pour une première accroche, c'est quelque chose que je vais considérer de quelque chose très important. Ouais, ça te met en confiance, quoi. Évidemment, ouais. Bien sûr. Donc je rebondis aussi sur ce que je disais. Pour ça que c'est très important de pouvoir vraiment comprendre qui est la personne que l'on va démarcher et comment on peut lui faire gagner du temps et en valeur ajoutée. Voilà, et donc moi j'allais enchaîner en te disant est-ce que tu as des conseils pour démarcher ? En fait, tout a été dit. Faut être sérieux, faut être préparé, si possible, avoir des références. Hein, c'est encore mieux là, l'anecdote du user case, je trouve ça génial, mais au moins voilà, avoir un minimum de préparation, connaître. En fait, c'est un peu comme si tu passes un entretien d'embauche, quoi. C'est comme un entretien d'embauche, et puis si toutefois on peut avoir un piston, donc une intro, c'est toujours bon à prendre. Hein. Le réseau, toujours le réseau, entretenir son réseau. Le réseau, exactement.
Le réseau. Eh ben ça, je pense que c'est des bons conseils, notamment pour l'auditoire qui est plutôt dans le milieu start-up, où eux, ils ont une idée, ils commencent à travailler dessus, donc ils n'ont pas forcément d'user case. Enfin, ils ont peut-être quelques visuels, si c'est des applications ou des objets, quelques photos. Donc, ils n'ont pas énormément de choses, mais le peu qu'ils peuvent avoir, il faut le mettre en avant, quoi. En gros, c'est ça. Exactement. Il faut donner, il faut donner entre guillemets à manger auprès de la personne que l'on démarche. Très important pour moi. Donc aujourd'hui, quels sont les avantages et quel est l'intérêt de travailler avec SPI? Je parle en tant qu'intermédiaire, hein, donc courtier. Oui, alors ça peut être aussi que des courtiers. Hein. Ok. Alors, donc les avantages pour moi et l'intérêt de travailler avec SPV, alors évidemment je le vis de l'intérieur, donc c'est pas forcément hyper objectif, mais c'est en tout cas ce que nos partenaires nous font remonter, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un maximum de remontées des personnes avec lesquelles on travaille, et surtout donc des commentaires qui vont nous permettre de pouvoir nous améliorer. SPV avant tout c'est une famille. C'est vraiment un groupe de personnes qui est passionné par ce qu'elle fait et qui a envie vraiment donc, de disrupter de plus en plus le marché de l'assurance. Travailler avec nous, c'est bénéficier donc d'un accueil avec un service que l'on a tout récemment monté. C'est la possibilité d'avoir de la proximité physique avec ce qu'on appelle son inspecteur commercial, qui est la personne qui va représenter SPV auprès du courtier. C'est la possibilité de bénéficier de différentes formations. C'est la possibilité aussi d'écouter le partenaire courtier avec lequel on travaille. Comme on dit, nous, on a énormément de promoteurs, mais on a aussi des détracteurs. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que dans notre partenariat, il y a des choses qu'on n'a pas forcément très bien faites. Eh bien, on s'appuie énormément dessus pour pouvoir améliorer la qualité d'image de SPV et surtout la qualité de service pour pouvoir être de plus en plus attractif auprès du marché du courtage français. Est-ce que chaque intermédiaire a une politique particulière ou alors c'est la même politique pour tous les partenaires? Est-ce que tu fais du cas par cas ou comment ça se passe en général? Tu parlais par exemple que dans la mise en place d'un partenariat, il peut y avoir des avantages tarifaires. Est-ce que quand on devient partenaire, on a un avantage tarifaire qui est le même pour tous les partenaires ou c'est du cas par cas? Comment ça se passe? Nécessairement, alors nécessairement, ce sont des situations que l'on va traiter au cas par cas. Ok. Ça veut dire que typiquement un courtier qui arrive chez nous et qui n'a pas beaucoup travaillé avec nous, qui nous demande différentes choses et qui nous demande des facilités ou des conditions spécifiques, nécessairement on n'a pas l'envie, en tout cas, ou on n'a pas la possibilité, enfin ce n'est pas justifié que l'on puisse lui accorder ce qu'il nous demande. En revanche, quand on a donc des courtiers spécifiques ou que l'on a donc des groupes de courtiers spécifiques qui nous recommandent des choses ou qui nous demandent donc différents accès, que ce soit des challenges, que ce soit des protocoles spécifiques, nous, dans ce cas-là, effectivement, c'est des choses auxquelles on va réfléchir. Et SPV, en fait, a cette adaptabilité qui est très rare, je trouve, sur le marché de l'assurance, de se dire, eh bien, on n'a pas besoin de remonter au grand patron pour pouvoir avoir différents accords. Et ce qui, pour moi, est très, très important, dans la mesure où on va apporter une réponse assez rapidement aux différentes demandes de son interlocuteur. Ok. Et si toutefois on met 4 semaines à traiter une demande ou 4 semaines à traiter aussi ne serait-ce qu'un sinistre par exemple, eh bien nécessairement l'image en prend un coup et c'est strictement pas l'image que nous on veut donner parce qu'on se revendique une société qui est quand même jeune, qui est quand même très agile, qui est propriétaire de l'intégralité de ses développements. Qui a pour but de proposer une facilité de la souscription du contrat d'assurance pour tous ses partenaires avec qui il travaille.
Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant aussi d'en parler d'un autre process que moi j'ai connu quand je travaillais dans le monde du transport. Alors là, c'est pareil hein, dans ce que tu dis, l'adaptabilité. Quand on travaillait avec un transporteur national dont je ne citerai pas le nom, ils ont un process qui est pas mal. C'est que chaque année, ils regardent. Donc, il y a un bilan annuel où ils regardent. Alors toi, ce serait la production, par exemple. Nous, c'était le respect, on va dire, des trajets. Est-ce que la marchandise a été endommagée ou pas, livrée en temps et en heure ou pas, etc. Et si ça se passait bien, ils augmentaient le prix, enfin plutôt le gain des transports. Donc je te dis n'importe quoi, un voyage qui nous payait 600 €, si on faisait bien les transports, on pouvait monter à 650, 700, 800 € l'année suivante, et inversement, si on respectait pas, donc c'était des pourcentages sur différents critères, ils pouvaient nous proposer moins, donc on pouvait baisser à 500 ou 450 € le voyage, quoi. Et ça permet de fidéliser, surtout aussi en fait, ça, ce que j'explique, c'est quelque chose qui viendrait en complément de votre façon de travailler, pour donner des idées à des gens qui voudraient mettre en place des partenariats. Les statistiques, les études de statistiques peuvent aider pour pérenniser, je dirais, des accords entre partenaires, et surtout les fidéliser et garantir une bonne pratique ou une bonne qualité de service, quoi. Parce que il faut pas oublier que sur le client final, je pense que ça, tu dois le sensibiliser au niveau de tes partenaires, mais sur le client final, on vend un produit SPV, peu importe le nom du partenaire, ça reste SPV qui est vendu. Donc ça reste SPV, exactement. Si le partenaire te fait mal la vente ou assure mal derrière le entre guillemets le SAV, c'est SPV malgré toi ou malgré lui qui subit la mauvaise pub, quoi. Évidemment, il y a un exemple que j'aime beaucoup et que je n'hésite pas à reciter. C'est toi, Logan, demain tu vas acheter une télé Samsung chez SPV, pardon. Toi, Logan, tu vas acheter une télé Samsung à la Fnac. Ouais. 3 jours après, elle tombe en panne. Où est-ce que tu vas ? Je vais à la Fnac. C'est eux qui m'ont vendu la télé, voilà. Donc c'est logique, ouais. Exactement. Voilà, donc on est vraiment donc sur ce même process, et on va strictement pas dire à nos clients ou à nos courtiers de dire allez voir l'assureur. Non, ça certainement pas. Nous, à partir du moment où on s'occupe de la gestion, on fait l'aventure de A à Z. Voilà. Je comprends. Ok, très bien. Écoute, je pense que sur cette partie partenariat, donc vraiment liée à ton activité au sein d'SPV, c'est plutôt complet. Là, au moins, ça permet aux gens de se faire une idée des tenants et des aboutissants. Donc, nous, on est sur un cas concret, bien évidemment, dans l'assurance. Mais il y a plein de choses à prendre en compte. Et surtout, il y a plein de beaux conseils que tu nous as donnés pour eux commencer à travailler sur leurs partenaires. On parlait de la préparation, etc. Partenariat, le win-win. Ça, je trouve que c'est, pour moi, primordial pour avoir une relation saine et rendre pérenne tes partenariats. Mais je sais aussi que tu as une side activity, moi forcément qui va me parler, parce que sur le précédent podcast que j'ai sorti, j'ai fait un podcast narcissique sur moi, ma vie, mon œuvre, et notamment j'ai parlé de l'univers musical qui représente une grosse portion de ma vie. Donc je vais pas trop spoiler non plus, je te laisse nous raconter. Ouais, bien sûr. Alors pendant le confinement 2020, donc le premier confinement, on a eu l'idée avec quelques copains de monter une société de production. Pour rien te cacher, Logan, on a vu la série validée et on s'est dit, les gars, il faut qu'on fasse ça en fait. Ah oui, excellent. Ouais, j'ai pas encore vu la saison 2, mais la saison 1 déjà était excellente. Et ouais, c'est pareil pour moi. Et donc on s'est dit, les gars, franchement, il y a quelque chose à faire. Venez, on connaît des artistes, on peut essayer de les produire, on est assez intelligent, on a la tête bien faite, on peut lever des fonds pour pouvoir financer ces projets artistiques, on peut monter des business plans. Et tout de suite, la cohésion a pris. Les sessions de business plan, de mood board, les différents appels avec différents spécialistes de ce milieu-là se sont mis en place. Et donc, on a créé et donc a vu le jour donc en octobre dernier notre société donc de production musicale, dans laquelle on a pour vocation de produire des artistes, de produire leurs projets, mais également de manager des artistes. Alors,
Actuellement, et parce que c'est en plus de nos activités respectives, on est 4 sur ce projet-là. Nous avons donc un artiste en coproduction, qui a 2 projets qui sont prévus avec nous, et on a aussi donc un artiste qui est en management. Et là, c'est vraiment important aussi de pouvoir vraiment cerner tous les partenariats que l'on peut mettre en place, que ce soit sur la distribution, que ce soit sur les médias, que ce soit avec les boîtes de nuit, parce qu'il y a différents artistes en électronique que je représente. Et donc c'est vrai que cette application des différents partenariats, d'utiliser en fait tout ce que j'ai appris dans les codes du milieu corporate, va être vraiment efficace et va pouvoir nous aider nous à nous développer, que ce soit avec voilà donc comme je l'ai dit donc avec des sociétés de distribution avec lesquelles on va vouloir passer donc un contrat pour qu'on puisse avoir une visibilité qui soit vraiment waouh auprès donc du grand public et donc sur une cible que l'on aura nous identifiée. Voilà, qu'on va attends pause qu'on va nous identifier pour pouvoir permettre donc à notre artiste ou à nos artistes que l'on inclut dans ce partenariat-là, donc d'avoir plus de notoriété, d'augmenter le nombre de streams et donc nécessairement augmenter les différents revenus qui sont liés à toutes ces activités-là. Que ce soit du streaming, que ce soit du showcase, que ce soit du booking en boîte de nuit, que ce soit du merchandising, que ce soit de la vente de support physique. Voilà. Donc on est vraiment dans une dynamique qui est de dire passons le plus de partenariats possible pour bénéficier d'un maximum de visibilité, pour engranger un maximum de revenus dans cette société. Et donc là, concrètement, toi, tu as une méthodologie de mise en place de partenariats avec SPV, mais dans le cadre de cette activité-là de spot de production musicale, tu as des partenariats qui sont tous assez divers au final, hein, entre, comme tu disais, la production, la distribution, les plateformes de streaming, etc. Et pourtant, tu utilises en fait cette même méthodologie adaptée aux différentes situations. Donc comme quoi, à partir du moment où on est bétonné et on est calé sur la façon de s'organiser pour mettre en place des partenariats, on peut l'appliquer sur n'importe quel type de partenariat au final. Effectivement, si jamais je dois prendre l'exemple le plus récent qui date d'hier, c'était celui d'un artiste en électronique avec lequel je travaille qui souhaitait donc ce qu'on appelle pitcher auprès d'un label une musique qu'il avait fait pour bénéficier de la signature et donc de l'exposition médiatique que donc ce label peut avoir. Et bien le mail s'est construit de la manière la plus simple possible. Bonjour, je suis Anthony, je représente tel artiste. Nous vous écrivons parce que nous souhaiterions vous soumettre donc un single et nous voudrions savoir si toutefois cela fit avec votre direction artistique. Je présente la chanson. C'est une chanson qui s'appelle comme ça, qui est entourée de ce type de synthé-là, qui a ce type de voix-là. Voici le lien vers la chanson. Vous trouvez aussi, ci-joint, le press kit qui va décrire l'artiste avec tous les supports qu'il a reçus, mais aussi toutes les sorties qu'il a déjà fait. Et donc, c'est aussi là où j'utilise ce que j'ai appelé précédemment le Proven Track Records, qui va dire, voilà, j'ai mon artiste, il a déjà fait ça, moi j'aimerais mettre un partenariat en place avec ça, pour que on puisse signer directement sur votre label. Ah, c'est top. Et donc, voilà, tout simplement, c'est vraiment ce type de démarche qu'il faut pouvoir appliquer pour avoir un maximum de retours positifs. Et puis quelque chose que je n'ai pas précisé, mais que je veux vraiment préciser, c'est que typiquement, si jamais on veut avoir différents partenariats, il ne faut pas avoir peur de se prendre des portes. Il ne faut pas avoir peur de se dire, de se faire dire par un potentiel partenaire, écoutez, non, je ne suis pas intéressé de travailler avec SPI ou je ne suis pas intéressé de travailler avec votre artiste, voilà. Donc il ne faut pas avoir peur de se prendre des portes, ça fait partie du jeu et toute leçon en fait est bonne et l'on grandit aussi de ces échecs. Et c'est vraiment ça le message que je veux faire passer. Je me suis pris beaucoup de portes, et notamment sur la partie artistique. Et puis, c'est pas pour autant que donc la semaine dernière, un de mes artistes a joué en même temps que le DJ numéro 1 du monde en ce moment. Voilà. D'accord.
C'est une belle leçon d'humilité. Puis comme dirait Michel Blanc... Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. C'est exactement ça. On enfonce toutes les portes possibles. Super, écoute, en tout cas Anthony, merci beaucoup pour tous tes conseils, tes précieux conseils. Je pense que ça va apporter pas mal d'idées, j'espère, et puis pouvoir motiver ceux qui avaient vraiment du mal ou qui n'osaient pas. Hein. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci pour tous tes conseils. Et comme d'habitude, je vais mettre les liens, tout ce qu'il faut dans la description YouTube. Maintenant, les podcasts sont disponibles aussi sur les différentes plateformes de streaming. Mais je vais communiquer. On pourra communiquer aussi sur ta boîte de prod, je suppose, ou... Avec plaisir, oui, bien sûr. Super. Tous les liens seront dedans. Comme ça permettra aux gens de découvrir aussi les artistes que tu produis ou que tu manages. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Et là, on va reprendre la partie entrepreneuriat parce que normalement, si tout se passe bien, comme on a des agendas qui sont un peu complexes, on va parler du réseau Entreprendre pour les chefs d'entreprise. Et comment obtenir des aides, des subventions et des conseils précieux quand on lance son business. Anthony, je te souhaite une bonne continuation. À toi aussi, Logan. Merci encore. Et je te dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.